Cédez 15 minutes. Monsieur le député, vous avez la parole. Ne vous inquiétez pas, ça va être complémentaire. Voilà. Je sais qu'on n'a pas le droit de présenter à l'Assemblée des magazines et autres. Alors j'espère tous que vous avez acheté Le Monde hier, qui présente un excellent dossier sur les inégalités, qui nous explique qu'un tiers de la croissance mondiale depuis les années 80 a été capté par les 1% les plus riches, qui nous explique que la France a longtemps freiné cette évolution, mais qui note qu'entre 1983 et 2014, le revenu moyen des plus riches a progressé, des 1% les plus riches, de 98% contre 31% pour le reste de la population. Et il n'est qu'à voir dans toutes les statistiques la progression des dividendes dans le PIB pour comprendre quel type de revenu a explosé. Je vous rappelle que nous avons, par exemple, le record d'Europe de dividendes versés et que, de ce point de vue-là, les entreprises du CAC 40 n'ont pas de leçons à recevoir, j'allais dire, d'autres entreprises en Europe. Et pourtant, malgré cet effort, on s'aperçoit que la France, finalement, reste à la traîne par rapport à des comparaisons de pays encore plus inégaux. D'ailleurs, on s'aperçoit toujours dans cette première page du Monde, je vous la montre subrepticement, mais je vous incite à aller la voir, que même l'Europe, finalement, reste à la traîne avec 37% de part du revenu national détenu par les 10% les plus riches, quand au Moyen-Orient, c'est 61%, aux États-Unis, 47%, etc., etc. Tout se passe comme si, en réalité, l'étalon du progrès humain n'était plus aujourd'hui de réduire les inégalités, mais au contraire de creuser les inégalités en faveur des plus riches. J'espère que vous conviendrez tous que c'est une course à l'échalote absolument délétère, régressive d'un point de vue civilisationnel, puisqu'au final, c'est tout le reste de la population et des États qui payent la note de ces distorsions, à commencer par les plus pauvres. Par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure comme réponse d'une de mes collègues de En Marche, je vous rassure, cette politique n'a rien de nouvel. Elle est même très ancienne. Elle a même quelque part le fumet des 70s. Monsieur le maire, je parlais tout à l'heure de sa fameuse phrase quand il nous a répondu, avec honnêteté, je dois dire, sur l'idée que alimenter les revenus du capital, c'était fait pour favoriser les investissements productifs de demain et les emplois d'après-demain. Vous savez comme moi que cette phrase appartient en réalité au chancelier Helmut Schmidt en 1974, Helmut Schmidt en Allemagne, qui effectivement nous expliquait exactement la même chose. Il anticipait quelque part une rupture, celle des années 80, de Mme Thatcher, de M. Reagan. Et même si atténuée en France, notons-le, parce que justement le journal Le Monde révèle à quel point c'est aussi 1983 qui marque quelque part la rupture entre, j'allais dire, un progrès pour toute la population et pas seulement pour les plus riches, qui a vu en 83, par exemple, aussi la décision de désindexer les salaires et les prix, tout comme d'ailleurs, si j'ai bien compris, le gouvernement s'apprête bientôt à désindexer le SMIC. Depuis quoi que vous en disiez, la part des revenus du capital n'a en réalité de cesser de croître au détriment de ceux du travail. Ce que vous nous dites finalement, c'est que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et que ce qu'il faut regarder n'est pas, j'allais dire justement, l'idée de se comparer à ceux qui réduisent les inégalités, mais au contraire de se comparer et d'essayer d'atteindre toujours plus ceux qui les augmentent en faveur du revenu du capital. Et c'est à ça que correspond effectivement votre budget. Votre budget se regarde dans la compétition internationale pour attirer les capitaux et, en réalité, parce que c'est de cela qu'il s'agit, conforter toujours plus la hausse tendancielle et explosive des taux de profit. Au point d'ailleurs que, dans le monde aujourd'hui, l'écart entre l'économie financière et l'économie réelle continue à croître sans cesse. Ce qui nous fait dire que, malheureusement, la crise spéculative qui est devant nous ne doit pas nous interroger sur le fait qu'elle aura lieu, mais simplement de savoir quand elle aura lieu. Et je dois dire que, de ce point de vue-là, tous les calculs de croissance et de prévision de croissance sur lesquels vos budgets se basent, qui n'ont rien à voir avec les politiques qui ont été appliquées ici, mais juste à j'allais dire, des rebonds structurels bien connus par les économistes que procure le capitaliste, eh bien, ces chiffres pourraient vite être revus à la baisse selon le nombre d'années qui nous séparent de cette prochaine crise spéculative inévitable. Votre budget, donc, c'est avant tout de rattraper ce retard vers les pays encore plus inégaux que nous, d'où les 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches,
un appauvrissement de l'État qui, s'il est maintenu à ce rythme, sera de 50 milliards sur 5 ans, que nous payerons tous avec moins 80 milliards de dépenses publiques en 5 ans, et avec en plus un risque, parce que je vous rappelle qu'entre 2012 et 2016, il faut sans arrêt le répéter, ce sont les dépenses publiques qui ont permis que le pays ne rentre pas en récession, le marché privé étant atone, eh bien vous risquez d'éteindre un des feux efficaces de l'économie française, puisque, comme vous le savez ici, tous ici, les dépenses publiques sont aussi des recettes dans le PIB. Tout ça risque fort d'être vain, toujours d'être vain parce que vous ne pourrez pas rattraper des pays dont finalement les calculs seront toujours plus de baisser eux aussi la taxation sur le capital. Et cette course à l'échalote, à moins d'arriver finalement à ne plus du tout taxer le capital, ce qui, j'allais dire, peut-être après tout est un avenir que vous nous préparez, on s'aperçoit qu'il est vain. Il est vain surtout parce que dans le cadre d'une Union européenne où l'harmonisation fiscale et sociale est interdite, au nom de la croyance dans la main invisible et les bienfaits de la concurrence généralisée entre les peuples, on voit que cette logique, là aussi, entraîne inévitablement les États et les peuples vers un nivellement par le bas. Je note d'ailleurs que ces mécanismes européens, que ce soit le mécanisme européen de stabilité ou par exemple les mécanismes introduits dans le TSCG, notamment la règle d'or, risquent fort, puisque c'est les projets actuellement discutés au niveau de l'Union européenne, d'être traduits non plus en règles intergouvernementales, mais en règles communautaires, avec encore plus de contraintes pour les États dans les années à venir, et donc un cadre d'austérité et de politique de l'offre et de dérégulation qui deviendrait de plus en plus difficile à contourner. Cette politique est une catastrophe. L'inégalité qu'elle assume et provoque percute de plein fouet ce qui fait la nation française depuis la Révolution. Et ne croyons pas que le délitement du consentement national que nous apercevons chez nos voisins, du fait justement de politiques d'austérité qui mettent à mal l'égalité, est justement réservé à nos voisins. Ce serait, à mon avis, commettre une lourde erreur. Cette politique crée la pauvreté, 9 millions de pauvres aujourd'hui, paupérise les classes moyennes, affaiblit nos capacités collectives et la solidarité nationale au nom d'une logique du chacun pour soi qui voudrait, selon l'idéologie libérale, que tout cela soumis dans une règle de concurrence généralisée, cela apporte le progrès humain pour tous. Je crois que les chiffres du monde montrent que c'est exactement l'inverse qui arrive depuis une trentaine d'années. Vous y ajoutez, là encore, pour conforter la libération d'énergie, dites-vous, c'est les termes que vous utilisez, au profit du capital financier, la dérégulation des protections sociales que nous nous étions données à travers les ordonnances, qui sont une véritable marche en arrière vers le XIXe siècle. Nous avons fait des contre-propositions, un contre-budget. Une partie de ce budget se base finalement sur une idée assez ancienne, assez classique, j'en conviens, qui est la relance par la demande et qui, quand même, malgré tout, avait permis à la fin des années 20 aux États-Unis, aux USA, dans la politique du New Deal, politique keynésienne, finalement permis aux États-Unis de sortir de l'ornière dans laquelle les pays européens ont, eux, continué à s'enfoncer avec les conséquences que nous connaissons, y compris en termes de guerre. Mais c'est un Keynes que nous mettons sur place qui aurait quelque part rencontré le dérèglement climatique et qui aurait donc mis la nécessité du partage des richesses et la nécessité justement d'une transition écologique de l'économie en avant dans sa logique de propositions et de projets. Ce que nous proposons dans notre contre-budget, c'est 170 milliards de recettes en plus, de l'argent que nous allons principalement chercher à ceux que vous alimentez par ce budget, je parle là des revenus du capital, et qui ont été, quoi que vous en disiez, favorisés depuis une trentaine d'années en France. 38 milliards de suppression de niches fiscales, le fait aussi de revenir sur un impôt beaucoup plus progressif à travers 14 tranches, et le fait aussi de bénéficier d'une relance de l'activité économique à hauteur de 55 milliards d'euros, parce que nous estimons, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le FMI, qu'un euro mis dans les dépenses publiques, mis dans l'investissement, rapporte 1,4 euros à l'économie privée, au marché, tout simplement parce que, vous le comprendrez, dès lors qu'on fait l'inverse de ce que vous nous proposez, c'est-à-dire non pas baisser de 1,8 milliard le budget du logement, mais au contraire l'augmenter, par exemple en construisant 1 million de logements sociaux en 5 ans, vous faites travailler les entreprises du BTP et je pense que des exemples de ce type pourraient être répercutés à volonté. C'est aussi une chasse, là par contre drastique, sur l'évasion fiscale dont nous espérons récupérer la moitié des 80 milliards qui s'envolent chaque année. Ça servira à 173 milliards de dépenses publiques en plus que nous assumons et qui n'ont rien de révolutionnaire. Ce serait juste revenir, par exemple, au niveau du nombre de fonctionnaires à l'avant Nicolas Sarkozy,
ou qui ont vu les politiques, j'allais dire, d'aggravation de la destruction du service public, de ce qu'il restait de l'État social dans ce pays en marche et qui n'a absolument pas été atténué, mais au contraire aggravé sous François Hollande. C'est enfin un plan d'investissement de 100 milliards que nous revendiquons, là par contre, de payer par la dette et nous allons expliquer pourquoi. C'est un budget crédible, chiffré, qui bénéficie de relance d'emplois, 2 millions d'emplois calculons-nous avec, nous l'assumons, des emplois dans la fonction publique, 400 000, qui vaudront mieux, je crois, que les 100 000 emplois permis par le CICE, je dis permis entre guillemets, qui auront été une véritable gabegie pour la nation. Bien sûr, pour ce budget, nous nous exonérons de la règle d'or, et je voudrais à ce propos dire un mot sur la dette. Arrêtons de nous faire peur, arrêtez de nous faire peur. Rapporté à la durée du nombre d'années sur laquelle nous le remboursons, un peu plus de 7 ans aujourd'hui sur les marchés financiers, cette dette n'a pas la hauteur que vous prétendez, mais n'est que de 12% par an par rapport au budget et au PIB. Et les générations à venir, dont vous nous parlez sans arrêt comme étant ce qui devrait nous soucier pour réduire la dette, je vous le rappelle aussi, qu'elles bénéficient d'un patrimoine que nous serions plutôt j'allais dire, bien inspiré de continuer à augmenter, notamment avec cet investissement de 100 milliards tourné sur la transition écologique que nous proposons, un patrimoine global qui est quand même de 13 000 milliards d'euros, on le dit rarement, c'est-à-dire ce qui correspond à la richesse du patrimoine global en France, et qui fait par exemple que quand il y a des partenariats publics-privés style le Lyon-Turin, eh bien vous vous apercevez que les institutions financières ne demandent qu'une garantie. C'est toujours les garanties des États, y compris d'ailleurs l'Italie qui est en moins bonne santé que nous, évidemment la France, et non pas la garantie d'autres institutions financières dont elles savent la précarité dans la période qu'est la nôtre. Mais c'est vrai qu'une grande partie est à questionner, celle créée par justement les recettes des États que vous avez baissé, je dis vous, parce que vous poursuivez en réalité la même politique en l'aggravant que vos prédécesseurs, au profit justement du capital, et aussi d'une politique qui a vu, et qui nous interroge sur la partie légitime de cette dette, les États décider de renflouer, par exemple, les banques en 2010, à hauteur, je vous le rappelle, de 474 milliards sous Nicolas Sarkozy, sans se soucier de savoir quel serait pour la suite le statut de ces banques et qu'est-ce qu'elles feraient par la suite de leurs profits retrouvés, ce qui est exactement ce qui s'est passé. C'est aussi la nécessité de racheter par les banques centrales, notamment la BCE, mais avec la Banque de France, puisque c'est la Banque de France, comme vous le savez, qui continue à émettre les billets en France, qui d'ailleurs devrait nous inciter à ne pas supprimer du personnel, comme vous là aussi, vous le faites depuis des années, comme vous l'aggravez, ce sur quoi sont opposés tous les syndicats de la Banque de France, c'est évidemment que la Banque centrale européenne rachète les dettes souveraines, au lieu qu'elle prête à des banques qui ensuite spéculent, comme ça a été le cas pour la Grèce, sur cette même dette souveraine, de manière absolument éhontée. Et ce que nous mettons là, sur ce que je propose là, ce que je présente là, sera aussi, je pense, j'espère, un des débats de la campagne européenne de 2019, c'est-à-dire entre cette intégration plus importante de l'Europe de l'austérité, de l'Europe de l'argent, de l'Europe de la politique de l'offre que vous nous proposez, ou alors celle d'une France qui proposerait un plan A pour toute l'Europe, pour l'Union européenne, ou un plan B avec tous les pays qui souhaiteraient construire avec elle une Europe de l'harmonisation sociale et fiscale et d'une Europe en faveur de l'emploi et de la transition écologique. Vous le constaterez, notre logique est l'inverse de la vôtre. La vôtre, en réalité, et là encore, je voudrais insister, chers collègues d'En Marche, qui pensaient que vous apportez ici la modernité, puise finalement dans la contre-révolution libérale des années 80 pour y adapter définitivement notre pays. Nous n'entendons pas nous y soumettre parce que nous pensons que notre République n'est pas soluble justement du fait de ces principes égalitaires nés de la Révolution française. Voilà pourquoi nous demandons le rejet de ce projet de loi de finances. Merci. Au revoir.